30 ans après la pire catastrophe industrielle de Bhopal qui a fait près de 25 000 morts, de nombreux survivants continuent de payer le prix. Ils se battent toujours pour que justice soit faite. Au Burundi, les acteurs de l'opposition sont exclus de la commission Vérité et Réconciliation chargée d'établir la vérité sur les massacres interethniques de 1962, une option que condamne l'opposition. Les résultats du tirage au sort des groupes de la CAN 2015 sont connus depuis hier. L'Algérie, le Ghana et la Côte d'Ivoire tombés dans des poules relevées n'ont pas été les plus chanceux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Près de 25 000 personnes auraient été tuées par une vague de gaz toxique qui s'est échappée d'une usine de pesticides à Bhopal le 2 décembre 1984. Mais 30 ans plus tard, de nombreux survivants paient encore le prix de la pire catastrophe industrielle au monde et se battent pour que justice soit faite. Reportage. Une usine qui entraînait la mort de milliers de personnes. Le 2 décembre 1984, du gaz toxique s'est échappé de cette entreprise de pesticides à Bhopal, en Inde, provoquant la catastrophe industrielle la plus meurtrière au monde. Shahid avait 9 ans à l'époque et vivait près du site avec sa famille. Ses parents sont morts dans l'accident. Ce soir-là, nous étions en train de dormir quand nous avons entendu les buffles faire du bruit dehors. Mes yeux ont commencé à brûler dès que je les ai ouverts et j'ai eu des difficultés à respirer. Dehors, tout le monde paniquait et courait partout. Très vite, le gaz extrêmement toxique s'est répandu dans toute la ville. Plus de 3500 personnes sont mortes immédiatement après l'accident. Mais le nombre total de décès liés à la catastrophe est estimé à plus de 25 000 sur le long terme. Ceux qui ont survécu souffrent d'un problème respiratoire appelé fibrose pulmonaire et de nombreux symptômes, de fréquentes infections respiratoires, un souffle court après de l'exercice. Et bien sûr, les yeux font partie des organes touchés. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là pour les habitants des environs. Après l'incident, de nombreux bébés sont nés avec des malformations. Cette clinique traite plus de 700 enfants de survivants. Parmi eux, certains sont autistes ou malentendants. Beaucoup sont persuadés que l'eau souterraine est responsable de ces problèmes. Le gouvernement n'a toutefois établi aucun lien. Nous faisons face à des problèmes de santé sur plusieurs générations qui se transmettent des parents aux générations suivantes. C'est très controversé. Mais pourquoi le gouvernement indien ne parvient-il pas à mener les recherches médicales adéquates? Ce n'est pas comme si l'Inde n'en avait pas les capacités. Les victimes attendent depuis 30 ans, c'est trop long. Nous n'avons jamais vu un tel niveau d'injustice. Selon des associations, seules 5000 victimes et leurs proches ont touché des indemnisations depuis 1989. Beaucoup de blessés n'ont rien reçu. L'entreprise américaine propriétaire de l'usine à l'époque appartient aujourd'hui à un géant pharmaceutique qui affirme que tous les dommages et intérêts ont été réglés. Malgré une récente pétition réclamant davantage d'indemnisations, la bataille des survivants et de leurs descendants reste donc loin d'être gagnée, 30 ans après la catastrophe. Au lendemain du limogeage de 2 ministres du gouvernement israélien et de l'annonce par le Premier ministre Benjamin Netanyahou de la dissolution du Parlement, la date du 17 mars prochain a été retenue pour l'élection d'un nouveau Parlement. Une décision prise à l'unanimité. Les images. L'appel du président de la Knesset à la consultation nationale au lendemain du limogeage de 2 ministres a favorablement été accueilli par toutes les forces en présence. Réunis en séance plénière, tous les partis ont unanimement accordé le violon pour que les électeurs soient convoqués aux urnes le 17 mars de l'année qui s'annonce. En début de semaine, le Premier ministre israélien avait appelé à des élections anticipées en expliquant qu'il ne pouvait plus diriger le pays en raison des critiques des centristes de son gouvernement contre sa politique. Il a alors prononcé le limogeage du ministre des Finances, Yair Lapid, figure du centre-droit, et celle de la justice, Tzipi Livni, qui incarne le centre-gauche. La législation israélienne prévoit que le Parlement peut continuer à voter des lois, même après l'adoption d'une loi de dissolution. Mais le projet de loi controversé, soutenu par Netanyahou pour définir Israël comme l'État-nation du peuple juif, n'a pratiquement plus aucune chance d'être adopté avant les élections dans la mesure où les centristes du gouvernement y sont opposés. De récents sondages semblent toutefois assurer à Netanyahou, qui a déjà été 3 fois Premier ministre, de se suicider à lui-même. Et ce, quand bien même des Israéliens
sont mécontents de la tenue d'élections anticipées. Au Burundi, l'Assemblée nationale a procédé à l'adoption à une large majorité d'une commission vérité et réconciliation chargée d'établir la vérité sur les massacres interethniques qui remontent à 1962. 11 membres composent la commission. Aucune place n'a été réservée à l'opposition représentant la minorité Tutsi, une option que condamne l'opposition. La commission sera présidée respectivement par Monseigneur Jean-Louis Naïmana, un Hutu, président de la commission Justice et Paix de l'Église catholique, et par Monseigneur Bernard Ntaoturi, archevêque Tutsi de l'Église anglicane du Burundi. La commission aura 4 ans pour établir la vérité sur les crimes de masse qui ont endeuillé ce pays depuis l'indépendance en 1962 jusqu'en 2008, établir les responsabilités personnelles et collectives, identifier et cartographier les fosses communes, proposer un programme de réparation et promouvoir le pardon et la réconciliation. Toujours en bref, au Zimbabwe, le parti de Mugabe a démarré son congrès sur fond de guerre de succession après une spectaculaire purge qui a évincé des poids lourds comme le vice-président Joyce Mujuru, accusé de pactiser avec l'opposition et les Occidentaux. Les délégués de la ZANU-PF doivent reconduire sans surprise leur chef charismatique Robert Mugabe à la tête du parti. Il devrait aussi nommer son épouse Grace Mugabe à la tête de la Ligue des femmes. Celle-ci ne cache pas son ambition d'organiser la succession de son mari à la tête de l'État. Demain, vendredi 5 décembre, toute l'Afrique du Sud est appelée à observer 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence en mémoire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Cet instant d'hommage qui marquera le premier anniversaire du décès de Madiba sera officié par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa en l'absence du président Jacob Zuma qui est en déplacement en Chine. 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence en hommage aux 67 ans de militantisme et d'action politique de l'icône de la lutte anti-apartheid et père de la démocratie sud-africaine. L'Afrique du Sud marquera d'un cachet spécial vendredi le premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Écoles, salles polyvalentes, églises et particuliers sont appelés à actionner cloches et sirènes, vuvuzelas ou haut-parleurs à 7h56 minutes 53 secondes de GMT, suivi d'un moment de silence de 8h à 8h03 minutes GMT. Suivra un service écuménique célébré au siège du gouvernement à Pretoria. D'autres événements sont prévus tels qu'un match amical et une matinée de poésie le samedi ainsi qu'un défilé de motards dimanche. Né en 1918, Madiba, comme l'appellent affectueusement les Sud-Africains, s'est éteint le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il repose désormais dans son village d'enfance dans le sud du pays. La crise Ebola entraînera une récession économique en Sierra Leone et en Guinée en 2015. Ces deux pays qui étaient promis à une solide croissance économique avant le déclenchement de l'épidémie connaîtront une grave chute de leur croissance économique. C'est ce qu'a indiqué mardi dernier la Banque mondiale. Reportage. Principale victime économique, la Sierra Leone devrait voir son produit intérieur brut se replier de 2%, tandis que la contraction devrait être moindre en Guinée, moins 0,2%, affirme la Banque mondiale, la première institution à prédire une récession dans ces deux pays déjà gangrenés par la pauvreté. En octobre, la Banque mondiale prévoyait encore pour 2015 une croissance robuste en Guinée, plus 2%, et surtout en Sierra Leone, plus 7,7%. Mais l'épidémie d'Ebola qui s'est propagé en Afrique de l'Ouest depuis août, faisant près de 6 000 morts, a plombé l'activité, freiné les investissements et assombri les perspectives de croissance. Le Libéria, qui déplore le plus grand nombre de morts, plus de 3 100, s'en sort légèrement mieux que ses voisins au niveau économique et bénéficie d'une forme de regain d'activité selon la Banque mondiale. Aidé par des progrès dans la lutte contre l'épidémie, le pays voit ainsi ses prévisions de croissance revues à la hausse depuis octobre de 1 à 3%, même
si ces projections restent nettement inférieures à celles ayant cours avant le début de l'épidémie, soit 6,8% selon le même rapport. Nous ne lancerons pas de nouveaux projets, nous voulons soutenir ceux qui existent déjà, principalement les PME, ce qui permettra de continuer les opérations et de protéger les emplois. Une chose est sûre, la crise d'Ebola n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et la Banque mondiale fait tout ce qu'elle peut faire pour venir en aide aux pays touchés. Mais combien de temps cela prendra-t-il encore? Cela, nous ne le savons pas. Au total, d'après la Banque mondiale, le coût de l'épidémie pour les finances publiques des 3 pays touchés s'élève déjà à près d'un demi-milliard de dollars et creuse d'importants trous dans leur budget. Pour faire face à l'épidémie, ces pays ont par ailleurs dû réduire leur investissement public à hauteur de 160 millions de dollars, sapant les perspectives de croissance future, assure la Banque mondiale. Les membres de la campagne Bring Back Our Girls ont défilé à Abuja mercredi, frustrés que les jeunes lycéennes prises en otage il y a près de 7 mois n'aient toujours pas été retrouvées. En fait, dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, plus de 270 collégiennes du pensionnat de Chibok du nord-est du Nigeria ont été capturées par les militants du groupe terroriste islamiste Boko Haram. Leur enlèvement a suscité l'indignation du monde entier et une campagne visant à les faire libérer a vu le jour. Quelques jours après leur enlèvement, 57 filles ont réussi à s'enfuir. Aucune de leurs camarades n'a pu s'échapper depuis. Les recherches et les multiples négociations entamées par l'armée nigériane n'ont pas abouti jusque-là. Signature mercredi d'une alliance à Addis Abeba réclamant la formation d'un gouvernement de transition à Khartoum. Cet accord est intervenu entre les partis d'opposition et des groupes rebelles soudanais. Baptisé l'Appel du Soudan, cette alliance est la première à réunir un spectre aussi large de partis politiques et de groupes rebelles opposés au président soudanais Omar el-Béchir. Ce document réclame un gouvernement de transition pour gérer l'intérim d'ici aux prochaines élections en 2015. Toutefois, il n'appelle pas au renversement du régime d'Omar el-Béchir, mais il qualifie de falsifier la dernière élection remportée par le président soudanais en 2010. En Somalie, à présent, un convoi de l'ONU a été mercredi la cible d'un attentat à Mogadiscio. Cet attentat perpétré par un kamikaze non loin de l'entrée fortifiée de l'aéroport de la capitale a fait au moins 4 morts. L'attentat s'est produit à Mogadiscio, près de l'entrée fortifiée de l'aéroport qui donne accès à la zone sécurisée où sont installées les ambassades. Le kamikaze s'est infiltré entre l'escorte de sécurité et les véhicules blindés de l'ONU et a fait exploser la voiture en percutant au passage un des véhicules de l'escorte. Un officier de sécurité qui tentait d'arrêter la voiture a été tué. Plusieurs autres également ont été tués dans l'attaque. Mais nous enquêtons toujours sur la façon dont s'est déroulée l'attaque. Une attaque imputée aux insurgés islamistes Shebab. Ces derniers ont multiplié les attaques et actions de guérilla à Mogadiscio et ailleurs en Somalie depuis qu'ils ont été chassés des principales villes du centre et du sud par la force de l'Union africaine qui soutient les autorités somaliennes. L'attaque de ce mercredi rappelle un attentat suicide que ces islamistes Shebab ont perpétré en février contre un convoi transportant du personnel des Nations Unies, également près de l'aéroport. 6 personnes y avaient trouvé la mort. Les résultats du tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui aura lieu en Guinée équatoriale sont désormais connus. L'Algérie, le Ghana et la Côte d'Ivoire, tombés dans des poules relevées, n'ont pas été les plus chanceux. Quelques sélectionneurs se prononcent ici sur ce tirage au sort. 8e Coupe d'Afrique des Nations, c'est un privilège formidable, c'est une chance inouïe et on espère être digne de cette Coupe d'Afrique des Nations. Présenter un beau football de qualité, avoir un comportement exemplaire. Ça va être les 2 bases sur lesquelles on va travailler. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso vient de connaître une crise particulièrement aiguë et nous souhaitons que l'équipe nationale se batte pour donner des motifs de satisfaction à ce peuple qui a beaucoup souffert et nous ferons tout en tout cas pour offrir la meilleure image possible du football du Burkina Faso. Vu que les qualifications ont été assez compliquées, je pense qu'on ne fera pas partie des grands favoris. Il y a des équipes qui ont été beaucoup plus performantes que nous. On n'a aucun complexe à faire. Beaucoup
beaucoup de respect pour cette équipe de Côte d'Ivoire et pour les individualités qui la composent. Maintenant, on aura à cœur aussi de montrer ce que l'on est capable de faire. Ces groupes A et D sont intéressants. Il y a 3 groupes d'une même région. Les gens pensent que ce sera facile. En fait, ce sera le plus dur, car ces 3 groupes vont se battre pour la région. Pour revenir à notre groupe qui se compose de l'Afrique du Sud, du Ghana, de l'Algérie et du Sénégal, l'Algérie a bien joué lors de la Coupe du Monde et est très forte tactiquement. Ils sont rapides en attaque. Le Sénégal joue très physique. Ils sont robustes. Le Ghana, oui. Quant à l'Afrique du Sud, on est en train de se construire. Mais nous voulons dire aux gens qu'il ne faut pas nous prendre à la légère. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.